Bienvenue sur la chaîne Hacktivé, des interviews exclusives au service de votre santé, bien-être et performance avec Erwin Sozea. Il y avait une autre anecdote que tu m'as partagée en off tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était l'anecdote avec Michael Jackson, que je ne connaissais pas, qui avant l'heure a utilisé vas-y, je te laisse plutôt. Alors l'utilisation numéro un dans les CHU, c'est la gangrène, donc la nécrose du pied due en général au diabète, hein, et les grands brûlés. Michael Jackson, dans les années 80, si je me rappelle bien, fin des années 80, fait une pub pour Pepsi, je crois que c'est juste après Thriller. On se rappelle tous, il y a un projecteur qui tombe sur le crâne, ça me brûle les cheveux, mais pas que les cheveux, le cuir chevelu. Donc c'est une brûlure qui est assez limitée, hein, pas très grande, pas brûlée complètement, mais à un haut degré de brûlure. Et en fait, on le voit plus tard, quelques années plus tard, je crois, on a un journaliste qui vient chez lui et qui passe devant une chambre et qui le voit dans un caisson à oxygène. On appelait ça un caisson à oxygène. Et je recherche ça il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 mois, je crois, parce qu'on faisait une vidéo d'entreprise sur tout ce qu'on met en place chez Aléa pour le bien-être de nos employés, donc caisson hyperbare. Et en fait, c'était un caisson hyperbare. Michael Jackson, dans les années 80, a acheté un caisson hyperbare, il l'a donné à un hôpital, il a fait des sessions dedans pour régénérer son cuir chevelu, donc typiquement ce qu'on fait dans les CHU aujourd'hui. Il y a 40 ans, on est en 1986, je me rappelle, presque 40 ans. Et il rachète le caisson quelques années plus tard à l'hôpital, il en avait fait le don, il se le rachète, il se le ramène à Neverland. C'est un caisson qui est une infrastructure métallique bleue et c'est un tube en plexiglas, je ne raconte pas de conneries, c'est épais. Et la pression, si je me rappelle bien, est assez costaud. J'ai plus le nom là, mais c'était sur un article du Mirror ou du Guardian. On peut le trouver très très facilement. Donc, on a quelqu'un quand même qui 35 ou 40 ans avant que les caissons deviennent trendy, utilise ce procédé. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent et que la technologie existait et qu'il y a eu accès. Et je pense que c'est le premier cas documenté de quelqu'un qui a utilisé de caisson hyperbare. Il disait après, alors il l'a dit en rigolant, donc il a d'abord fait pour la récupération de brûlures, et il a dit après en rigolant que c'était pour la longévité, que ça lui permettrait de vivre infiniment et tout ça. Et quand on lui a posé la question, il a dit non, mais non, je déconne. Ok. Donc c'est marrant. Finalement, ouais, c'était intéressant. Je voulais qu'on puisse l'aborder aussi parce que ça permettait de mettre en lumière que, un peu sous forme de résumé, que le caisson hyperbare, c'est une vieille technologie. Il y a pléthore d'études sur tout un tas de cas qui dit que ça fonctionne. Grâce à toi, on a pu avoir des témoignages concrets et pratiques de ça a marché, ça fonctionne. Et aussi, on a pu voir un peu quel est le spectre d'utilisation. Ça va de certaines pathologies à le performeur élite. Et tous vont bénéficier des bienfaits du caisson hyperbare. Et donc, c'était assez riche. Enfin, voilà, on a bien brossé l'ensemble des possibilités et le fait que l'intérêt que ça peut avoir d'essayer de s'en procurer un ou de faire des séances, même si en France, c'est encore difficile d'accès, quoi. Et peut-être qu'on peut… Si tu veux, juste avant de parler du Covid et du long Covid, oui, voilà. Vas-y. on a 2 études, une sur le diabète. Donc non seulement ça va mécaniquement réparer les dommages faits par le diabète, ok? Mais en plus, ça va faire baisser le taux de sucre dans le sang. On ne sait pas comment. C'est au niveau biochimique du sang, le niveau de sucre baisse lorsqu'on fait du caisson. On ne sait juste pas comment ça fonctionne. Okay, ça, c'est une première chose. Et puis après, on a 2 tests qui permettent de voir, de juger de la longévité, en tout cas de l'âge biologique de quelqu'un.
c'est la longueur des télomères. Ah oui, les télomères, c'est ce qui est à la fin de l'ADN et qui permet de répliquer ADN, ARN, ça se branche ensemble, et puis ça se fait sur ces branchements-là, les télomères sont à la fin. Plus ils sont courts, à un moment, on n'a plus de télomères, et la réplication entraîne des mutations, et c'est ce qui va donner des cancers, ou c'est ce qui va donner la peau qui vieillit, tout le vieillissement du corps vient du fait que les télomères se raccourcissent. Ça, et l'immunosénescence, ou la sénescence des cellules, où on va prendre un centilitre ou un décilitre de sang, une quantité de sang, et on va regarder le nombre de cellules mortes à l'intérieur. Okay. Donc, sur la longueur des télomères, 40 sessions d'hyperbare de 1 heure et demie par jour, en moyenne, c'est 20% de réduction, d'augmentation, de la longueur des télomères. C'est énorme. J'ai vu passer l'étude, c'était sur PubMed. C'est un test ADN qu'on fait. Ça s'appelle, je vous dis comment ça s'appelle d'ailleurs, où on définit son âge biologique. Methylation test. Et l'autre qui est un test sanguin tout simple. Et sur le test sanguin du count, du dead cell count per blood deciliter, on atteignait 37%, c'est-à-dire proche de 40% de cellules mortes en moins dans le sang. Ok. C'est une excellente nouvelle, et comme tout, il faut le prendre avec des pincettes. C'est bien que les cellules ne meurent pas, mais c'est bien qu'elles meurent quand il faut qu'elles meurent. On veut... Mais oui, non, mais c'est toute une question d'équilibre et de cycle. Des fois, c'est bien d'augmenter, mais pas au mauvais moment. Non, mais si tes cellules, elles ne meurent pas, mais qu'elles mutent. Oui, c'est embêtant. Ça s'appelle le cancer. Donc, il faut faire attention. C'est juste une idée qui m'était passée par la tête quand j'ai vu le résultat de l'étude. Plutôt vraiment sur l'aspect longévité, c'est très encourageant, mais comme tu le dis… Ah non, c'est super encourageant, ouais. Et sur le long terme, par exemple, tu saurais dire si tu as envie de… Alors, tu n'as pas envie d'en faire tous les jours, mais dans une utilisation cyclique, raisonnée, maîtrisée, tu penses que sur une décennie ou plus, ça vaut quoi? On n'en sait rien, pour l'instant, il n'y a pas de recul. C'est une excellente question. Moi, la vraie question que je me poserais, c'est la balance, l'équilibre entre le fait que le stress homéostatique et le fait que… Ce que j'aimerais pas, c'est que ça a un effet contraire et que ce soit un anti-stress homéostatique sur le long terme où le corps s'habitue à avoir de l'aide pour pousser le sang plus loin, plus fort, et que le corps s'y habitue et que devienne en fait feignant. Un peu feignant, oui. Donc, parce qu'il est aidé. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui on ait des études à long terme là-dessus, et je pense que ça sera difficile. En première instance, il y a des effets thérapeutiques avérés sur l'aspect… Ah non, c'est évident, c'est évident. Outils plutôt sur la longévité, l'optimisation. Là, l'intérêt ou l'utilisation devient un cas de concern. Je vais te donner rapidement un autre exemple. Oui. Tu veux parler le Covid, ouais? Non, c'est ça? Toujours pas. Mais si tu veux, on peut parler Juste rapidement, Stanford, il y a une dizaine d'années, a développé un gant d'échange thermique où, en gros, on avait vu sur le terrain de baseball de Stanford, des mecs, ils avaient une sorte de piquet comme ça, avec une plaque, comme une plaque électrique, qui était recouverte, ils mettaient leurs mains dedans et ils repartaient jouer. Ça durait 30 secondes, une minute. Les gens se demandaient ce que c'était. Et en fait, c'était pour faire baisser la température du corps. Donc, les mecs, ils chauffaient, ils jouaient en plein cagnard et ils mettaient la main, ça descendait, ils pouvaient retourner jouer et ils se sentaient mieux. C'est-à-dire qu'il y avait moins de pression sur le cœur, puisque le cœur, on le sait, quand on utilise
des senseurs qui sont capables de regarder la température intérieure du corps. Quand tu commences à monter en température, ton cœur, il va prendre 10, 30, 15, 20 battements minutes en plus pour devoir refroidir le corps. Ok. Tu vois, donc c'est un vrai bordel. C'est-à-dire que si tu es en train de courir et que tu es à 120, tu vas te retrouver à 135, 140, juste parce qu'il fait plus chaud. Mhm. Et je ne te parle pas du vieux qui va syncoper ou mourir juste à cause de la chaleur. La température est un vrai problème. Donc, il y a une dizaine d'années, ils font ça. Il y a une boîte qui développe ça. Et Uberman, Uber Daddy, que tout le monde connaît, je pense, dans le milieu des biohackers, décide d'utiliser la technologie. Et il dit, voilà, il faut que tu trouves cette vidéo. Elle est fantastique. Je peux te la trouver aussi. Je l'ai d'ailleurs. Il est dans une salle de gym. Et il met sa main dans le gant. Il est portable maintenant. Donc, c'est un petit appareil. Il y a une boîte qui a sorti ça. Et il met sa main et il dit, bah voilà ce qui se passe. Le résultat est le suivant. On ne peut pas lever plus. On est en train de faire des reps de pec, d'accord, du push-up. Développer Je couché, peux ouais. pas développer couché. Je peux pas pousser plus. Par contre, je peux faire des répétitions, des séries des répétitions quasi infinies. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 20, j'en fais 40, 50. Je m'arrête. En fait, non, pardon. Il est obligé de s'arrêter. Elles vont être plus longues. Il est obligé de s'arrêter à un moment parce que ça chauffe, comme un moteur. Il met sa main, il refroidit, et là, il va faire une autre série. Série illimitée. Il s'est arrêté à un moment parce qu'il s'est dit, je ne vais pas passer la journée à pousser de la fonte. Alors qu'au bout de la 4e ou de la 5e, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'acide lactique. Il faut qu'on parle d'acide lactique. Tu as un build-up l'acide lactique, le muscle ne peut plus fonctionner. Et donc, on s'est arrêté là et dit, il semblerait que l'acide lactique ne soit pas la cause pour laquelle on est obligé d'arrêter l'exercice, pour laquelle le muscle rentre en non-fonctionnement, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est ta limite, enfin, tu ne peux plus pousser. C'est pas l'acide lactique. L'acide lactique est co-occurrent, mais il n'est pas la cause. La vraie raison, c'est la chaleur. Refroidis le corps et tu continues infinite, autant que tu Je veux. regarderai. Du coup, c'est sur Uberman Lab, c'est ça ou c'est Non, il a podcast? fait une vidéo à part. Ouais, non, c'est une vidéo. C'est une vidéo complètement à part. Et là, ce qui est fantastique quand même, c'est qu'il y a des études qui étaient sorties en 2014, et là, il y a une étude qui vient de ressortir cette année ou l'année dernière. L'acide lactique, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est le meilleur défonceur de la plaque amyloïde que tu as quand tu as Parkinson, enfin Alzheimer? C'est l'acide lactique. C'est-à-dire que tu prends un mec qui a Alzheimer, tu veux lui enlever Alzheimer ou tu veux pas avoir Alzheimer, qu'est-ce que tu fais? Tu développes du muscle. Tu pousses de la fonte, tu crées de l'acide lactique et en te refroidissant, tu peux en créer autant que tu veux. Et maintenant, juste pour finir, est-ce que j'ai envie de refroidir mon corps, patati patata, panque? Non, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de le mettre dans un sauna, j'ai envie de le pousser, j'ai envie de le stresser et j'ai envie de le forcer à s'habituer à la chaleur. J'ai pas envie de l'aider, de lui offrir une source de refroidissement externe. Je veux qu'il se refroidisse tout seul. Je veux plutôt, au contraire, m'entraîner dans un milieu chaud pour pouvoir ensuite m'entraîner dans un milieu normal et aller plus loin. C'est ça la définition du stress homéostatique. C'est pour ça que le caisson hyperbare est intéressant, mais il faut voir dans quel contexte, très précisément, il faut l'utiliser. D'accord? Et simplement pour finir sur ce sujet, comment on reconnaît quels sont les signes précurseurs d'Alzheimer? Les gens ont de moins en moins de deep sleep, d'accord, de sommeil profond. Et pourquoi ils ont de moins en moins de sommeil profond? Parce qu'ils n'arrivent plus à réguler la température du corps. Après, on a parlé au début de ce podcast, il faut que je fasse chuter la température de mon corps pour m'endormir. Et j'utilise une douche chaude pour ça et je prends un verre d'eau fraîche. Je dois faire chuter. Le cerveau va commencer à perdre la capacité à réguler la température du corps. Et c'est un des signes précurseurs d'Alzheimer 5 ou 10 ans avant que ça arrive. OK? Et il y a une boîte qui s'appelle Green Tech qui a développé le Core Temp, que j'ai là quelque part,
qui est un tracker très précis de core body temperature et qui justement est utilisé par les athlètes ou par les gens qui travaillent dans des conditions de chaleur extrêmes, mais qui peut aussi servir justement à détecter Alzheimer bien en avance en regardant justement Ok. les patterns de Les température. Et quand tu variations, vas, le ouais, métabolisme et et quand, les régulations de et température. quand, Ok. et quand Green tu vas Tech, dans tu un dis. laboratoire Green Tech et ça s'appelle Core Temp, Ok. CORETEMP. Cortem. C'est Il une boîte le, suisse. il le Ouais. claim, enfin, je veux dire, dans Oui, oui, l'application oui, 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 évaluation, oui, 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 il y a oui, une oui, oui. fonction diagnostic. Ouais. Ouais, alors elle y est pas dans l'app, hein, mais elle fait partie des études qu'ils ont faites. D'accord? D'accord, donc on peut corréler, Elle y est, en ayant le senseur, on peut corréler l'information, quoi. Entre nos tout à fait. données du senseur et aller voir l'étude. Faudrait, faudrait connaître le Ok. protocole exact, mais oui, je pense que c'est faisable. Et d'ailleurs, j'ai eu de l'apnée du sommeil, on m'avait mis tous les senseurs, mais quand le lab veut faire une évaluation simple, il peut être une autre à la con, j'en fais une bite, le facteur numéro un qui regarde, c'est la température. C'est Ok, vraiment intéressant. comment ton corps gère la température la nuit. Et si en gros il arrive à la faire chuter en, en début de sommeil et à la monter en fin de sommeil, et c'est ce que fait Aid Sleep, tu sais, le matelas. Oui, c'est ce Aid que Sleep, là. j'allais aborder ça, justement. On allait ouvrir une nouvelle porte, mais sur les matelas qui régulent la température dans la nuit, visiblement, les scores de sommeil s'envolent. Et du coup, c'est OK, make sense. Il t'endort en te refroidissant, il te réveille en te réchauffant. D'accord? Alors, on parle du Covid? Allez, donc c'est pour les informations, c'est 8 Sleep et ils ont le Aid Sleep. Sleep Pod Mattress, je crois que c'est ça. Alors, ça vaut Bon, une blinde, hein. donc Ça ça vaut vaut une 3000 blinde. dollars à peu près. Ouais, ça dépend de la Et taille que tu c'est ce prends. que ça dépend les modèles. Alors il y a le Sleep Pod Mattress. Il y a aussi d'autres modules portables qui sont pas tout le matelas, qui coûtent moins cher. Ouais, Mais David ouais. Sinclair, un spécialiste de la longévité, dort sur. On sait qu'il dort sur le Sleep Pod Mattress. Bref, pour ceux que ça intéresse. Si David Sinclair dort sur Slip-on Mattress, c'est qu'il peut dormir aussi. Bon, il faut avoir Je 3000 dollars. C'est déconne. pas le seul. Non, je suis Je pas déconne. sûr. S'il doit avoir un Sleep Pod, je sais pas. Il a un système de régulation de température lié à son matelas. Je ne sais pas si c'est le SleepPod ou un autre outil, mais Mm, visiblement, l'impact est assez pertinent. mm. Bref. Bon. Pour Euh, revenir sur les questions hyperbares et peut-être parler d'une dernière affection qui en plus qui a fait peut-être, je sais pas comment dire, est-ce que c'est grâce, enfin, le hyperbar a peut-être oui. repris des couleurs grâce, grâce Ouais, à ouais, cause ouais. Oui, oui, du non, mais Covid. complètement. Est-ce que tu peux Complètement. nous partager ton expérience Ouais. concrète avec des cas de Ah, Covid ouais. et ton question hyperbar? Ouais. Alors, clairement, il y a eu un boom du caisson avec le Covid. D'ailleurs, nous, on a acheté un caisson, un grand caisson pour la boîte, pour les employés, première semaine de Covid. Parce que moi, j'avais mon caisson à moi. Je me suis dit, si j'ai un problème, c'est bon, tout va bien. Mais si j'ai un de mes employés qui a le problème, il va finir à l'hôpital, ça va pas bien se passer. Pourquoi ça va pas bien se passer? C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un masque, on va lui envoyer de l'oxygène sous pression, mais dans les poumons, qui étaient peut-être déjà abîmés, des fois pas, hein, ça dépend. Alors, s'ils sont abîmés, c'est encore plus grave, entre guillemets. Et s'ils sont pas abîmés, pourquoi le mec n'arrive pas à respirer si les poumons sont pas abîmés? Il n'arrive pas à respirer de simplement parce qu'il n'arrive pas, son sens n'arrive pas à processer l'oxygène. Donc, il y a un problème de métabolisation d'oxygène entre l'hémoglobine et le sang. Donc, pardon, l'oxygène n'arrive pas à s'accrocher à l'hémoglobine ou l'hémoglobine n'arrive pas à s'accrocher à l'oxygène et c'est dû à un problème de fer. Le mécanisme est assez bien connu et quand on met quelqu'un, on lui administre de l'oxygène sous pression dans le nez, ça change rien. Par contre, si on le met dans un caisson hyperbare, ben, ça fonctionne. Et d'ailleurs, ce qu'ils avaient voulu faire à un moment, c'était tous les avions qui étaient
au sol, puisqu'on ne voyageait plus, et ils voulaient transformer des avions en caisson hyperbare, le groupe, parce que de toute façon, un avion, c'est sous pression. Plus tu montes, plus la pression descend. Okay, donc, ils sont obligés de nous pressuriser à l'intérieur parce que sinon, on se sentirait vraiment très, très mal. Donc, c'était de faire exactement la même chose, c'était de foutre les avions sous pression, de la même façon qu'ils le font quand ils sont en haut, mais au sol. Et au lieu d'avoir une atmosphère quand ils sont là-haut, alors qu'autour, tu as 0 point, je ne sais pas combien, ça dépend de l'altitude à laquelle tu te trouves, tu es au sol et au lieu d'avoir une atmosphère, tu en aurais 1,4 ou 2 dans le meilleur des cas. Il faut voir ce que la carlingue pourrait supporter en fonction de la taille de l'avion, de ses spécificités, etc. Ok, bon, ils ne l'ont pas fait parce que le vaccin est arrivé et que la crise, on va dire, a changé de visage. Qu'est-ce que j'ai vécu personnellement? J'ai vécu 3 Covid, pas vacciné, ok. Et ce que j'ai vu tout de suite, c'est j'utilisais un oxymètre, un pulse oxymètre, c'est que mon taux d'oxygène commençait à descendre en dessous de 94%. On est normalement à 98-99%. En dessous de 94%, on rentre dans une zone dangereuse où on est en hypoxie. Moi, j'étais à 90-89% le matin au réveil. C'est pas bon du tout. D'accord? Donc, je me mettais dans mon caisson, je passais 2-3 heures, 4 heures, des fois, je restais enfermé toute la journée. J'étais à 100%, je ressortais, je faisais mes petites activités. Je voyais bien que ça commençait à descendre dans l'après-midi, je me couchais, je me remettais le matin, bam, on était en bas. Okay, il m'est arrivé de passer la nuit dedans aussi, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Et puis, j'ai fait ça jusqu'au jour où un matin, je me réveille et mon taux d'oxygène est à 98-99. Je sais que, ça ne veut pas dire que j'ai plus le Covid, mais je ne suis plus en état d'hypoxie. On va dire que le Covid est derrière moi. OK? Quand je dis que j'ai plus le Covid, on va parler du long Covid. On peut toujours être infecté et pendant des mois après. OK? Mais on a toujours la spike protéine qui est là, on a du junk DNA material qui est là, on a des clots, on a plein de merde, mais on n'est plus dans l'état d'hypoxie qui peut provoquer ce qu'on appelle le cytokine storm. Donc, c'est quoi le cytokine storm? C'est que premier jour d'hypoxie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour d'hypoxie. En fait, tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu es fatigué, tu n'es pas bien, à la limite, tu es un peu bleu, mais tu es en état d'hypoxie. Ton cerveau, ton cœur, tes reins, ton foie, tes organes. Okay, et ce qui va se passer, c'est que tu as un rein qui va tomber. Tu as l'autre qui va prendre toute la surcharge de travail, il va tomber aussi, le foie. Et on a ce qu'on appelle le cytokine storm, où les organes tombent les uns après les autres et ça entraîne la mort. Okay, c'est comme ça qu'on meurt du Covid. Parce qu'on a la version où en fait on meurt parce qu'on n'arrive plus à respirer, parce qu'on a les poumons défoncés. Oui, ça peut arriver. On peut avoir les poumons défoncés, mais en fait la plupart du temps on meurt parce que on n'arrive juste plus à processer l'oxygène. Alors quand on a les poumons défoncés, pareil, la thérapie hyperbare elle aide puisque elle permet de pousser l'oxygène et pas de pousser violemment avec de la pression qui va aller dans les poumons et qui va souffler dans des sacs qui sont déjà abîmés et qui va les abîmer encore plus. Là, on a la pression qui est tout autour. Il y a une expérience qui a été faite avec des porcs, d'ailleurs, où on enlève le sang, on centrifuge, on prend le plasma, donc il n'y a plus d'hémoglobine pour véhiculer le sang, on réinjecte le plasma dans le cochon, qui devrait mourir normalement, mais là, on le met dans un caisson hyperbare à 3 atmosphères et il peut vivre aussi longtemps qu'on veut. On n'a plus besoin d'hémoglobine pour véhiculer l'oxygène si on a juste du plasma et 3 atmosphères de pression. Chez le cochon. Hein. On n'a pas fait de test sur les humains. Okay, donc, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que mon premier Covid, ça se passe comme un charme. Là où j'ai déconné, c'est Covid 2, Covid 3. Je pense que je me suis senti un peu à l'aise. J'ai passé moins de temps dans le caisson et j'ai commencé à développer du post-Covid. Okay, donc, typique du post-Covid, c'est tout ce qui est arythmique. Ouais. Donc, sur ton premier Covid,
tu as immédiatement, dès les premiers symptômes, tu as fait traitement caisson intensif, ou en tout cas traitement caisson, et tu as senti, donc tu Intensif as pu et long. récupérer donc tu as monitoré ça avec l'hypoxie, mais au final, c'est derrière toi, tu as récupéré, et puis roule, quoi. Par contre, c'est les deuxième et troisième, tu étais en train de dire que… Deuxième et troisième, j'étais un peu trop à l'aise. Je m'en foutais. De toute façon, alors, je prenais pas de masque, je voyageais, je voyais plein de monde. Donc, je me suis pris 3 Covid d'affilée. Des choses qui ressemblent à des Covid. J'en ai eu un avant, en février 2020, mais on n'avait pas de test. Et on a beaucoup de gens qui sont venus. On avait une conférence à Londres. Beaucoup de gens sont venus extrêmement malades. Tout le monde pense avoir chopé son premier Covid ce jour-là. Moi, le premier, je suis chopé en juin-juillet 2020. Septembre 2021, le deuxième, et avril 2022, le troisième. Donc, il y a eu 5 mois à peu près, 5-6 mois entre le deuxième et le troisième Covid, et là, j'ai dégusté. Là, j'ai dégusté parce que j'ai fait très peu de caissons. Je me suis dit, tu sais, c'est comme quand tu prends un médicament, tout va bien, et bah, tu as oublié que ça allait bien parce que tu prenais le médicament, tu arrêtes de prendre le médicament, et puis bah, ça va plus du tout. Et j'ai fait très très peu de caissons, mais là j'ai commencé, et puis je faisais énormément de sport à la fois, ce qu'il faut pas faire. Une vie très très stressante en tant que chef d'entreprise, il y a multifactoriel. Et j'ai commencé à développer des symptômes Covid long. de long Covid, typiquement tout ce qui est arythmie cardiaque, donc AFib. J'ai eu des symptômes même de POTS, c'est-à-dire que tu es allongé, tu es à 60 pulsations minutes, j'ai un cœur qui va plutôt bas, 50-60. Je me lève et je me retrouve à 100 pulsations minutes. Au bout de 3 minutes, j'arrive à peine à marcher. C'était une horreur. Je m'en suis sorti. Comment? J'ai pris des bêta-bloquants, très très peu de bêta-bloquants, j'en prends encore un peu. J'ai suivi des protocoles de type taquitonasé, sérapeptase, etc. pour nettoyer tout ce qui est microclotte. J'ai fait beaucoup de caissons derrière et j'ai pu retrouver une vie normale à 90%. Quand je dis normale à 90%, je ne ferai plus aujourd'hui des entraînements de combat à 160 pulsations minutes comme ça là maintenant. Je suis sur de l'entraînement léger où je vais monter à 120, je peux même monter à 150 pulsations minutes, mais je ne vais pas y rester très très longtemps parce que ce que je veux éviter, c'est déclencher une crise d'arythmie. D'accord? Mais j'ai une arythmie qui est plutôt bien contrôlée, même très 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 bien contrôlée et qui ne dégénère pas dans le temps. C'est ça qui est le plus important. Donc, par rapport au Covid et Covid long, tu as eu la première approche sur ton Covid-1 qui était optimale. La deuxième, voilà, pour les raisons que tu as évoquées, moins de caissons, moins de réflexes par rapport aux caissons. Et finalement, derrière, tu développes le syndrome du Covid long, mais que finalement, tu as fini par récupérer en grande partie grâce aux caissons, si j'en dis en grande partie quand même. Pas que mais, grâce aux caissons. Non, je pense pas que mais grâce ça fait aux partie caissons. ça fait partie. Tu penses que ça fait partie de combien de l'équation, mais ouais, je ne peux pas te le dire. Après, franchement, non, je n'en sais rien. Et après, j'ai déménagé, donc j'ai plus accès à mon caisson là. Je vais retourner à Barcelone en janvier et je vais y aller à fond. C'est-à-dire que là, je vais me refaire Parce que, par une exemple, je pense à… Bon, dans le cas d'un quelqu'un qui a le Covid demain, qui nous écoute, bon, s'il n'a pas de caisson sous la main, il est coincé. Mais je pense également à des gens qui ont un Covid long, qui sont… bon, ils sont un peu… enfin, je n'ai pas eu personnellement, mais je vois le type d'affection chronique que ça peut engendrer. Là, pour le coup, je peux savoir comment ça handicape. Du coup, je pense à eux et je me dis, est-ce que ces personnes-là auraient un intérêt, du coup, c'était la question un peu sous-jacente, est-ce qu'ils auraient un intérêt à envisager des études. des questions hyper bas pour cette problématique-là? Il y a des études qui sont sorties qui montrent clairement une amélioration des symptômes de long Covid avec la thérapie hyperbare, et c'est logique puisque je ne suis pas rentré dans le détail. Il y a une étude qui est sortie, qui est très très bien foutue, qui explique les 5 types d'affections sur le long Covid, les mécanismes qui vont derrière, pourquoi il se passe ça, etc. Mais à chaque fois, on a quand même un problème d'oxygène.
Donc, pour des longs Covid, études ouais, à l'appui, on a un ouais, impact positif. Alors, c'est peut-être ouais, pas 100% et c'est peut-être pas magique, néanmoins, un impact significatif. Et ça vaudrait le coup ouais. d'envisager l'effort, d'après toi. Alors, moi, ouais, il y a Ok. complètement. Je, je, complètement, hein, je le ferai complètement, mais soit combiné, et si j'ai pas le caisson, nattokinase, sérapeptase, broméliande, je sais que ça Bromélaïne. peut pas être délire, broméliande, curcuma, aspirine, 100 mg par jour, pas 500. Et je pense que j'ai cité tout ce qui était tout ce qu'on peut acheter sans prescription médicale. Après, on a des drogues. Il y a un docteur en Afrique du Sud, d'ailleurs, je vais aller le voir, je pense, dans pas longtemps, qui traite les longs Covid, où il va utiliser des molécules pharmaceutiques pour pouvoir casser les, les, Les micro-caillots, c'est ça? les Micro-clots? caillots, les micro-caillots, c'est ça, les micro-caillots, en fonction de ce qu'il va trouver. C'est-à-dire qu'ils font des tests sanguins très, très spécifiques. Et en fonction des caillots qu'ils trouvent, ils vont tester la résistance. Alors déjà, ils vont définir quelles sont les molécules dont on a besoin pour les casser. Il va tester la résistance du corps à ces molécules-là. Et ensuite, il va les administrer. Oui, caisson aussi. Le problème toujours du caisson, c'est que c'est en général la technologie la plus difficile d'accès, la plus onéreuse. C'est là le problème. Elle marche pour beaucoup, beaucoup de choses. Le problème, c'est la Et tu difficulté d'y accéder. aurais une astuce, une alternative, à tout hasard? Parce que ouais, j'ai vu qu'il y avait une espèce de système hypoxie, oxydation. Est-ce Ouais. qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses à moindre coût dont tu as connaissance et que tu saurais, toi, comparer par rapport à un effet hyperbare? Est-ce que tu as des idées? Moi, j'ai toujours, pour tout ce que je fais en biohacking, je me dis qu'en gros, on doit se remettre dans l'état dans lequel on était il y a plusieurs millions d'années. Et dans lequel on est resté pendant il y a plusieurs millions d'années. Donc, en gros, quand il fait noir, je vais me coucher. Quand le soleil se lève, je me lève. Je peux pas manger tous les jours. J'ai pas de frigo. Donc, on jeûne, que ce soit intermittent ou en hiver, on jeûne plus longtemps. La viande, en général, j'en mangerai qu'en hiver. Enfin, moi, je suis végétarien, mais pour des raisons éthiques. J'en mangerai qu'en hiver. Pourquoi? Parce qu'en été, je mangeais pas de la viande. Pourquoi? Parce que j'avais pas à me mettre dans une baston avec un animal qui pouvait juste me griffer et j'ai pas d'antibiotiques et je vais mourir. Ok? Donc, les mecs qui ont survécu, en général, ils bouffaient pas de la viande quand ils n'étaient pas obligés d'en manger ou s'il n'y avait pas de l'opportunisme on trouvait une carcasse pas trop dégueulasse, mais on n'allait pas se battre contre un singe ou contre quoi que ce soit. Donc, on essaie de se remettre dans des conditions dans lesquelles on était pendant des millions d'années. Et c'est comme ça que, en gros, les principes du biohacking aujourd'hui, c'est ça, hein, si tu regardes bien. Oui, oui, Après, de on va. revenir à une hygiène Ouais. de vie qui respecte la biologie et qui tend à la bioharmonisation plus qu'à des disruptions permanentes des processus biologiques, quoi. On va faire Surtout, court. pour moi, c'est la répétition de ce à quoi notre corps a été exposé pendant des millions d'années qui font que je recrée l'environnement dans lequel mon corps s'est développé pendant un million d'années. Je ne regarde pas ce qui s'est passé sur les 100 des dernières années. En gros, c'est ça. Alors après, on va rentrer Donc, dans faut du pas utiliser le biohacking. caisson hyperbare. Alors après, tu vois, c'est intéressant, la question hyperbare. Après, on va rentrer dans du biohacking technologique. Brian Johnson et compagnie, où je dis, mais attends, non, allez vous faire foutre, stem cell, CRISPR, je vais prendre l'ADN, je vais le modifier, je me le réinjecte et compagnie, BioViva, Disparish et transhumanisme. Pourquoi pas? Moi, pourquoi pas? Je suis super ouvert, il n'y a pas de problème. Mais déjà, prenons la base, et la base à la Huberman, hein, à la papa. OK. Le question hyperbare. Où est-ce que je la trouve, cette pression? Je la trouve à 10 mètres sous l'eau. Pas loin de 10 mètres. Comment est-ce que je peux recréer un caisson hyperbare? Juste en allant 10 mètres sous l'eau. C'est pas loin, 10 mètres. C'est vraiment pas loin. Alors, il me faut de l'oxygène. Pas à 100%. Je voudrais juste pouvoir respirer sous l'eau. Même pas de l'oxygène, de l'air. D'accord? Je pourrais avoir un tube hein, qui monte. Je suis à 10 mètres sous l'eau.
et j'y reste 1 heure en respirant avec mon tube. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui C'est pourrait… l'avantage de ne pas coûter cher, ça, moi, pour le coup. Ah, mais c'est que dalle. Mais si, j'y ai pensé plein de fois. Hein. J'ai pensé même le recréer dans un bureau, parce que je voulais être sur un truc super route, réel, for real, pas de la pression à la con. Non, je prends un tube, d'accord, de 10 mètres de hauteur, avec de l'eau, et tu te mets à l'intérieur, et tu t'attaches en bas pour pas remonter, et tu as un tube. Tu respires, même pas d'oxygène, tu respires de l'air. Ah, tu vas là, moi j'ai une mer là, en face de moi, il suffit de le faire dans la mer. Hein. Tu prends ton tube, tu vas en bas, tu t'accroches à un truc en bas, ou tu te lestes, c'est tout. Et tu te lestes et tu te délestes, tout va bien. C'est tout simple. Hein. Alors il y a un autre truc que j'ai vu en faisant, pas de la plongée, mais en nageant, c'est qu'il y a peut-être un autre moyen de le faire, que je trouve super intéressant. Tu es en surface, tu prends de l'air et tu descends rapidement, même à 3 mètres. Moi, je fais 2 mètres, ça fait 1 mètre plus que moi, c'est que dalle. Je descends à 3 mètres très vite, j'y reste autant que je peux, et je remonte, je prends de l'air et je redescends, et je monte, et je prends de l'air et je redescends. OK? Prends ça pendant 1 heure, et tu as passé 40 minutes sous l'eau, à des pressions très différentes, allant entre 2 atmosphères et 1 atmosphère. Donc, tu as même passé 60 minutes entre 1 atmosphère et 2 atmosphères. À 2 atmosphères, tu as dû peut-être y passer 20 minutes. Et tu as passé 20 minutes à 1 atmosphère, en haut, 20 minutes à 2 atmosphères, et tu as 20 minutes au milieu où tu étais en train d'osciller très rapidement entre 1 et 2 atmosphères. OK? Et ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que quand je descends et que je remonte et que ça se fait très vite, tu sens cet effet au niveau des poumons et de la… En fait, je sens… C'est simple. Il me faut 20 minutes pour mettre à 2 atmosphères dans le caisson et il me faut à peu près 3 minutes pour sortir parce que je ressors manuellement. J'y vais vraiment comme un bourrin. Je pousse la manette. Tu verras quand tu viendras à Barcelone. Et on a la pression qui chute en à peu près 2 minutes. 2-3 minutes, la pression sort. Il fait très, très froid à l'intérieur parce que les atomes se séparent. On a un nuage de buée qui remplit le caisson. Il fait extrêmement froid. Et d'ailleurs, quand on monte, il fait chaud. On ne s'en rend pas compte parce que déjà, ça se fait aussi sur 20 minutes et puis on a de l'air conditionné. Donc là, la pressurisation, il faut 20 minutes pour arriver à 2 atmosphères. Je l'atteins en 10 secondes, même pas. Et elle est là la force du truc. C'est que les protocoles qu'on a dans le caisson aujourd'hui et que j'utilise quand je suis dans des salons, parce qu'on a des salons en fait où on vend nos produits et on vient avec un caisson, c'est une salle de meeting et moi je passe mon temps dedans. Je fais mes meetings à l'intérieur. Je suis déprivé de sommeil, parce qu'on a des soirées, on a des dîners. Des fois, je suis un peu hangover, parce qu'on boit un peu de vin, tout ça. Je rentre dans le caisson et au bout de En fait, ça dure 20 minutes. Je me fais des meetings de 20 minutes. On monte, pression maximum, 3 minutes de pressurisation et au prochain. Et on recommence, meeting après meeting, comme ça. Au bout de 2-3 cycles, je commence à me sentir beaucoup mieux. OK? De nager, de descendre rapidement, de remonter, ça reproduit ça sur des cycles qui sont beaucoup plus courts. Okay? Je pense que ça serait très, très intéressant d'étudier ça. Donc, on n'a pas… À ta connaissance, il n'y a pas de data sur ces microcycles chez les apnéistes, peut-être? Peut-être chez les apnéistes. Peut-être chez les apnéistes. Et on dirait un apnéiste de renom. Il y en a des Français, des très très bons. Je serais curieux de voir un peu. Et on ferait 2 études. On regarderait les apnéistes et on regarderait ceux qui ont la bouteille. Parce que tu pourrais le faire avec la bouteille. Et dans ce cas-là, tu restes carrément en bas pendant un bout de temps. Et puis tu remontes. Et puis tu es sur un cycle qui ressemble plus à celui du caisson, si tu veux. À 20 minutes. Tu fais 20 minutes, tu remontes. Moi, le plus intéressant, ça serait de regarder les apnéistes. Et plus tu t'entraînes, en plus, tu t'entraînes ta capacité pulmonaire
plus tu entraînes ta capacité à rester longtemps sans oxygène sous l'eau, etc., etc., etc. Et est-ce que tu plongerais d'ailleurs à poumon plein ou à poumon vide? On rentre dans une pratique sportive. C'est beaucoup plus intéressant qu'avoir son cul assis sur un caisson, dans un Oui, caisson oui. et d'avoir. Non, mais Là, c'est on différentes a quelque. problématiques du coup, dans le sens où là, ça s'adresse plus à un public qui a des problèmes thérapeutiques Non, mais c'est sûr. Non, là, avancés, mais le néanmoins, vieux ce serait Parkinsonien, il va pas y arriver. C'est non, sûr que ça va pas être possible. c'est dommage. Mais et du coup, ouais, là, c'est une Non, autre mais frange c'est de fric, dommage, mais c'est vrai que c'est pour dommage. des jeunes ou des entrepreneurs qui ont peut-être pas les moyens de s'acheter un caisson hyperbare, Mais finalement, même qu'on les moyens. Non, non, mais ah oui, même qu'on les moyens. Tu sais, c'est la même. Je vais te donner l'exemple. Va faire du sport. ah Ou oui, non, alors, tu mais prends ou tu prends non, non, ou tu prends la ceinture électro-stimulante des billes Leclerc, ouais, ou je sais pas non, quoi. non, Tu on est vois, d'accord. non, mais tu sais, et tu vas dire, en fait, L'effet est il y a largement une, supérieur, oui. il y a une pratique, et je pense que ce que tu viens de dire fait beaucoup de sens, c'est de dire, on va voir les apnéistes, parce que eux, ils savent, je pense que, crois-moi, ils savent, hein, s'ils ont fait ça pendant des années, ils savent, et puis il y a peut-être des études sur les apnéistes, viens, on regarde les apnéistes, et je pense que tu dois retrouver des bénéfices de la thérapie hyperbare chez les apnéistes. En tout cas, ils ont des sacrées performances physiologiques. Je ne sais pas ce que ça donne en longévité, mais en tout cas, c'est des gens très bien Mais, oxygénés. et pour deux raisons. Un, je suis capable de rester, de contrôler mon souffle. Donc, je fais des exercices respiratoires. J'hyperoxygène mon corps avant. Donc, ils font du Wim Hof, en fait, Oui, avant de oui. plonger. Mhm. Je plonge. Je peux rester très, très longtemps sans oxygène en utilisant la réserve d'oxygène que j'ai. Donc, ça, déjà, c'est tip top la classe. OK? Mais en plus, je suis sous pression. Oubliez. Je ressors, il n'y a pas de pression, je reprends l'oxygène, je redescends. Super intéressant. Et en plus, avec un exercice physique, enfin, tout ce qui va avec. C'est le combo parfait. C'est Je suis pas vrai. là pour vendre des questions. Je suis pas là pour vendre des questions hyper bas. Au contraire, j'ai envie de Moi non dire, plus. Non, non, c'était l'idée, c'était de faire un tour complet trouvons sur cette la méthode technologie. naturelle. Trouvons la méthode naturelle qui permet de faire ça. Et puis, si on ne l'a pas, bah, ok, mettons-nous dans des caissons. Ok. Intéressant, ouais, il faudrait creuser, d'avoir un protocole Mm. équivalent ok, pour avoir une forme d'efficacité pour des personnes qui seraient en mesure de faire la pratique en eau vive, enfin en réel, plus que assisté. Ok. Ouais. Euh, Ouais. bon, on a fait un bon tour d'horizon, je pense. Je pense qu'on a fait un beau. Ah non, tiens, il faut que je fasse un dernier truc. Ah, justement, peut-être là, l'idée, c'est, tu veux vraiment ajouter quelque chose ou Ouais, très ouais. rapidement. Très Bon, rapidement. 2 minutes. On a parlé du cerveau, on a parlé des pieds, on n'a pas parlé du pénis. Pendant qu'on était en caisson, t'as pas des. Je suis tombé sur des docteurs à Barcelone, les mecs, ils voulaient prendre des caissons, ils voulaient monter un projet avec moi. Et on dit voilà, on a 5 applications. C'est cardiologue en plus, c'est sérieux. Hein. Opération, post-opératoire, machin, tout ça. Et la cinquième, c'est on ferait du sexe dedans. Tu racontes quoi? Enfin, vous racontez quoi, les mecs? Les mecs de 60 balais, tous des PhD et tout, quoi. Ben ouais, mais j'ai dit, mais le mec, il a pas de gonzesse. Non, mais on lui fournit la gonzesse. J'étais en train de me parler de faire des barapides dans des caissons, ça va pas, c'est n'importe quoi. Vous êtes con, quoi, les types. Mais non, mais il y a une demande. Donc, ce que je peux te dire, c'est que les érections sont pas plus fortes dans le caisson. T'as pas un effet où tu es en caisson et tu es à bloc. C'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 5-6 séances, tu te lèves le matin et il y a un test pour ça. C'est Brian Johnson d'ailleurs qui a fait le test. Brian Johnson nous parle beaucoup De cette thématique-là, ouais, ça lui. Non, alors déjà, il a des t-shirts, il est spécial, Johnson, Brian Johnson. C'est quand même un personnage, je pense ah bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un personnage assez haut en couleur. Et il nous parle souvent de ses érections, donc comment il regarde les érections nocturnes. Donc en gros, il y a un dispositif pour moteur du sexe, on regarde le nombre d'érections
Je crois leur qu'il mesure le puissance, nombre d'érections nocturnes et des trucs comme ça, nocturne, notamment. nocturne, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme ce que tu mets pour mesurer la pression autour du bras, tu le mets autour du pénis, et tu regardes la pression et le nombre de fois et la longueur, le temps. Pas la longueur du machin, mais le temps. J'ai pas fait ça, bien sûr. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je me réveille le matin, j'ai des érections plus notables, on va dire, donc plus dures et plus longues. D'accord. Et C'est l'idée logique. l'idée des C'est logique. professeurs de médecine, c'est de faire l'exercice Dedans. euh, dedans et pendant l'exercice, du coup, le muscle, si je comprends bien, du pénis C'est va pas un être muscle. C'est une cavité une poreuse. C'est pas cavité. un muscle. Ok, Ouais. mais du coup, Ouais, non, le mais, fait de faire non, mais c'est, l'effort non. sous pression Ouais. hyperbare augmenterait Hmm. encore les bénéfices. Ouais. Ok, Ouais. bon, Pourquoi à pas, tiens, savoir. pourquoi pas. Ouais, non, mais tu pourrais le faire en t'assurant. C'est pas la peine de ramener une gonzesse à l'intérieur. Puis surtout, tu ouvres un truc comme ça, tu ramènes pas des gonzesses dans les caissons. Faut arrêter. Dernière anecdote. Dernière anecdote. Je reçois des mecs de mon industrie, des gros poissons. Ils arrivent dans le bureau, ils disent ouais, on va faire du caisson chez vous. Ok, bien sûr, un tapis rouge, of course. Et ils ramènent de gonzesses. Et moi, je ne m'attendais pas aux gonzesses. Et juste avant de rentrer, les filles, qui avaient l'air quand même des filles assez open, on va dire ça comme ça, passent devant moi. Et là, je me rends compte qu'elles ont des seins énormes. Et je dis, stop, stop, stop. Je regarde les filles, je dis, c'est vrai ou pas? Elle me dit, tu veux toucher? Je dis, non, mais tu veux pas toucher, ça m'intéresse pas. Je veux juste savoir si tes seins sont vrais ou s'ils sont pas vrais. Elle me dit, mais non, c'est des seins. Et toi, pareil. Je dis, non, mais on arrête tout, là. On arrête tout. Parce que j'imaginais les trucs péter dans le Ah caisson avec ouais. la pression. Et tu penses que ça peut, que ça, qu'il y ait une atteinte Alors sur non, des. non, on a vérifié. J'ai demandé au constructeur, au CF, j'ai regardé. Google est ton ami, hein, tu trouves tout dans Google. Hein. Non, il n'y a Donc, c'est aucun même risque. possible pour des seins siliconés. Enfin, Voilà. Et on a peut-être dans notre public, peut-être. Oui, non, qui mais les sait, donc on peut, biohackers, biohackers de tout horizon. des biohackers qui ont des seins siliconés, mesdames, mesdemoiselles, oui, y aller tranquillement à 2 atmosphères, il n'y a aucun problème. Et je peux le dire parce qu'on l'a testé et ça s'est très bien passé. Voilà. Ok. Pour, euh, pour clôturer, bon, on a parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas refaire un énième résumé, une énième synthèse. Je pense qu'on a couvert le grand spectre sur le caisson hyperbare, que ce soit les principes de fonctionnement, les affections qui peuvent être traitées et plutôt la mise en pratique et le public dirigé. On a vu certaines anecdotes pratiques. On a fini par notre réflexion sur une alternative naturelle aux questions hyperbares. Est-ce que souvent on essaye j'essaye en tout cas de favoriser la mise en pratique, le passage à l'action, parce que souvent ça reste un peu théorique. Et Bien, par si, exemple. si tu devais recommander à notre public 3 choses à implémenter dès aujourd'hui pour améliorer leur santé, bien-être, performance, en lien ou pas avec le question hyperbare, on peut taper peut-être un peu plus loin. Ce serait quoi, comme ça à chaud, tes recommandations? Ah, c'est super simple. Hein. Et je ne vais pas chercher loin, je vais regarder ce que nous dit Huberman, Saint-Huberman. On parle d'Andrew Huberman, hein, professeur docteur en Oui, neurobiologie, en ophtalmologie, neuroscientifique, Harvard. Oui, c'est ouais, autant pour toi. d'Harvard. Non, Stanford. C'est Stanford? il est professeur, il est docteur en neurobiologie et ophtalmologie à Stanford. Stanford, je pense. Euh, le sommeil, numéro un. Qu'est-ce qu'on fait pour optimiser son... C'est quoi la routine? En gros, on se lève le matin, on se prend du soleil dans la gueule. Donc on évite les lunettes de soleil, on évite les fenêtres, on sort, on regarde pas le soleil directement dans les yeux, mais on essaie de se prendre entre 10 et 30 minutes de soleil en fonction de l'intensité du soleil qu'on a dehors. Pourquoi? Ça nous permet de produire de la mélatonine, dont on va se servir plus tard le soir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que le soir, on évite la lumière au moins pendant 1 heure. On évite la lumière artificielle. Donc, si on peut avoir toutes les lumières éteintes, alors les lunettes orange qui bloquent les ondes bleues, on s'en fout.
Ça marche pas. En fait, ça marche. Si la lumière est forte, ça bloquera rien du tout. Donc, c'est bien quand tu vas dire, moi, je veux quand même regarder mon film le soir, bah, tu vas regarder ton film avec un filtre orange. Voilà. Et si possible, ta télé de loin et avec l'intensité lumineuse minimum. Tu éteins toutes les lumières et si tu as des lumières, tu essaies d'avoir des lumières plutôt qui vont dans le rouge, plutôt pas fortes du tout et plutôt vers le sol. Elles ne viennent pas d'au-dessus. Elles ne pas d'au-dessus, elles t'éclairent en dessous. Okay, et au moins 1 heure avant d'aller se coucher, voire 2 heures, c'est encore mieux. Pareil, on mange pas, on finit de manger 3 heures, 4 heures avant d'aller se coucher, d'accord, pour pas être en digestion pendant le sommeil. On arrête de boire aussi à peu près de l'eau, hein, de l'eau 3 heures avant de se coucher, parce qu'on veut éviter de boire, se lever la nuit pour aller faire pipi, puisque ça va interrompre le sommeil, d'accord. On boit pas d'alcool, on boit même pas un verre d'alcool par semaine. Alors l'alcool, c'est complètement chez Hubert Manland, on ne boit pas d'alcool. Même un verre d'alcool par semaine va baisser la baseline de la sérotonine. Et ça a des effets délétères sur le sommeil. Je peux te le dire, j'ai bu la majorité de ma vie et même maintenant, même un verre de vin 2 heures avant de dormir, je le vois, j'ai Waring, j'ai Whoop, j'ai Fitbit, enfin j'en ai 50 ans. Je peux te voir l'effet d'un verre de vin 2 heures avant de coucher. Mais on le voit très vite, ouais, sur les trackers. Ouais, même un verre de vin 2 heures avant. Parce que je dis, ouais, bon, j'ai 2 heures avant, j'ai bu trop. Non, un verre de vin 2 heures avant, tu le sens. Okay, et si c'est un verre de vin toutes les semaines, tu le sens sur le sérotonine level de toute la semaine. Baseline, pardon. Ensuite, il va falloir faire du resistance training dans des muscles 3 fois par semaine. D'accord. Et cardio 2-3 fois par semaine avec, enfin, idéalement 3 fois par semaine et avec une fois, on va passer en rythme haut dans les escaliers. Je peux pas rentrer trop dans le détail. Il faut faire un VO de Mac Text, voire travailler en zone 2 la plupart du temps, aux alentours de 120 pulsations par minute. Et puis, une fois par semaine, on va monter à 150, 160 pulsations par minute pendant 1 minute 30 et puis redescendre et puis faire ce qu'on appelle des escaliers. On rentre pas dans le détail parce que ça devient un petit peu compliqué. On fait gaffe à sa diète, bien sûr. On évite tout ce qui est processed food. On boit de l'eau avec du sel. Alors le sel, c'est controversé parce que le sel, ça fait monter la pression artérielle, mais ça fait monter la pression artérielle quand on a du sucre. Ça veut dire qu'on a déjà un système cardiovasculaire qui est déréglé. Et quelqu'un qui a un système cardiovasculaire qui est déréglé, même s'il fait du sport, ça peut être dangereux pour lui. Donc, oui, le sel, ça augmente la pression, mais c'est parce qu'on a un problème à la base. C'est très, très important d'avoir du sel, d'avoir du magnésium, d'avoir du potassium. Est-ce que j'ai tout dit là rapidement? De la base, oui, idéalement, douche froide le matin, douche chaude le soir. Idéalement, ice bath le matin, sauna le soir. On monte les niveaux de stress homéostatique. De stress, okay. Oui. Donc, on est dans l'ice bath le matin ou dans la douche froide le matin et le soir, au moins, je pense, 2 heures avant de se coucher, 1 à 2 heures avant de se coucher, parce qu'on va avoir le cœur remonter. Donc, il faut qu'il redescende. On va se prendre un coup de sauna, 10-15 minutes de sauna. On a des études qui commencent à sortir, il y a 2 ans. Le sauna, c'est juste impressionnant. On prend une cohorte de personnes. Ouais, un sauna par semaine, on a réduit les risques cardiovasculaires, je ne sais pas combien. Au bout de 3 saunas par semaine, il n'y a plus. Un sauna par jour, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. C'est fini. Hein. Oui, c'est l'étude, je vois, qui a été faite. C'est un groupe finlandais sur au moins une décennie, sur plus de 2000 hommes, je crois. C'était la population. Tu regardes. Et ils discriminaient, c'était dose dépendant. Plus on fait de sauna, plus les effets sont bénéfiques. Et leur façon de dire la chose, c'était ils réduisaient avec, je crois, qu'une séance. Il faudrait revoir dans le détail, mais c'est diminution de 40% des causes de mortalité. En fait, causes de mortalité tout confondu, ont diminué les morts de 40% d'un point de vue relatif dans le groupe. C'était ça. Donc, de 40 et après on augmentait, plus on faisait du sauna, plus on augmentait. Ouais. Deux personnes à suivre sur tout ce qui est sauna, hein, c'est Dr Rhonda Patrick et Dr Soderberg, qui a d'ailleurs été découverte par Huberman. Soderberg, elle est sur le froid plutôt, un peu comme Wim Hof. Wim Hof, c'est tout ce qui est froid et respiration. Soderberg, c'est froid et chaud. Et Rhonda Patrick, c'est Form et Fitness.
Elle a commencé avec les saunas et puis maintenant elle est sur tout ce qui est Ouais, biohacking. il fait des dossiers sur pas mal de choses. Ouais, Bah écoute, Et je pense qu'on a à peu près tout couvert. Mais ouais, faut manger. Et puis bien sûr, hein, on se lève quand le soleil se lève et on se couche quand le soleil se couche. À peu près. Et si on se couche pas quand le soleil se couche, on évite les lumières. donc, parmi tout ce que tu J'ai- nous as dit, les gens devraient quand même arriver à trouver au moins un item pour le caser dans l'amélioration soit du sommeil, ouais, soit ouais, du sport, du mouvement, soit de l'hygiène de ouais. vie au sens Et, alimentaire. ouais, et on fume pas. La première cause d'accident Mortalité, vasculaire accident vasculaire, cérébral, AVC également. c'est la cigarette. Tu sais pourquoi on n'a pas beaucoup de gens qui finalement meurent du cancer, des cancers de poumon ou de cancer à cause de la cigarette, parce qu'ils Parce que meurent la d'AVC nicotine, avant. Non, c'est ils pas une meurent nicotine d'AVC. pour moi. Ah oui, il meurt d'AVC, d'accord. Ok. Non, c'est juste le système, c'est le système cardiovasculaire qui est vasoconstraint, Contracte? d'accord? Ouais. C'est pour ça, vasocontracté, donc c'est pour ça qu'il faudrait faire au pire, tu fumes et tu fais du caisson. C'est une connerie, mais au pire, tu fumes et tu fais du caisson. Mais t'es con. T'arrêtes de fumer, ce serait mieux. Et aussi d'accidents cardiovasculaires, ce qui est mis, c'est-à-dire on a une partie du cœur qui est plus yéyé. D'accord? C'est fou quand même. On est dans le cœur. La base du sang, elle se trouve là, et même le cœur n'est pas irrigué correctement en microvascularisation à cause de la cigarette. Donc la cigarette, c'est le premier truc à enlever, l'alcool, c'est le deuxième truc à enlever. La cigarette, c'est vraiment le pire du pire. Je répète, pas à cause du cancer du poumon, du cancer de la vessie, qui sont le premier cancer, hein, poumon-vessie, mais vraiment à cause de l'impact sur le système cardiovasculaire qui va avoir un impact sur le cerveau, sur le cœur, etc. La clope, c'est le truc le plus dégueulasse. Le vape, les vapes et compagnie, c'est pareil. Et ensuite l'alcool. Déjà, d'abord, on enlève. Avant de commencer à rajouter des suppléments, à boire bien, à manger bien, à faire des trucs sympas, trendy, du caisson, tout ce que tu veux, tu t'enlèves les poisons. C'est le principal. On commence par Ouais, là. commence par retirer ce qui bloque. Ouais. Écoute, parfait. Merci encore pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques partagées. Je pense que ça a été très, très riche et que Merci. l'on a très, très bien couvert le sujet du caisson hyperbare et plus encore. Donc, au nom de la communauté activée, je te remercie et on va se dire au revoir du coup. Je te Parfait. souhaite une C'était un bonne journée et plaisir. encore merci Merci. d'être venu nous voir. Merci. Bonne journée toi aussi. Salut.